Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous mes amis, un très bon dimanche et bienvenue dans l'émission qui vous parle chaque semaine de tout ce qui se mange. Et aujourd'hui, on va plutôt vous parler de tout ce qui se boit, oui, figurez-vous. Parce que moi j'ai envie de mettre un frein à cette morosité ambiante. Les métiers de bouche ont été extrêmement impactés évidemment par une année de Covid, plus d'une année maintenant. Eh bien non, il y a des secteurs qui se portent bien, et oui. Et justement dans le liquide on peut dire. Vous êtes plutôt vous café ou vin ? Faut dire qu'à 10h du matin le dimanche, on est au tournant, évidemment, c'est les derniers cafés du petit déjeuner, c'est bientôt l'heure de l'apéritif où on va peut-être monter une bonne bouteille avant de passer à table. Donc café ou vin, je vous laisse le temps de choisir, mais en fait, on va traiter les deux ce matin dans l'émission. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Oui, figurez-vous, il y a deux secteurs qui ne sont pas trop moroses, effectivement, celui du vin dans son ensemble, et particulièrement les cavistes, les petits cavistes, comme on dit, c'est-à-dire les cavistes de centre-ville, souvent, dans votre rue commerçante. Et on va en parler avec des spécialistes immédiatement. Antoine Gerbel, bonjour. Antoine Gerbel, il est journaliste spécialiste des vins et auteur aussi de livres autour du vin. Et aussi, il a une chaîne télé, figurez-vous, une chaîne TV Tellement Soif. C'est beau ça. Tout est dit. Il me semble. Tout est dit, oui. C'est la première web TV sur le vin qu'on a créée avec Stéphane Simon il y a maintenant 4 ans. Et on a un bon public d'aficionados. Ouais, mais je vous comprends je les comprends parce que c'est toujours en plus des profils intéressants que vous allez chercher, des gens qui disent leur amour du vin. Ça sert à ça quand même, à donner envie. Exactement. C'est une passion, le vin, et c'est une passion française. Il faut pas avoir honte. Et puis, c'est générationnel. Donc, il faut travailler, c'est une culture. Et on voit arriver une nouvelle génération des 25-30 ans qui se passionnent pour le vin. J'avoue, beaucoup plus que ma génération. Moi, je me suis intéressé professionnellement, mais je suis ravi de découvrir cette nouvelle génération. Et je suis toujours sidéré, même des jeunes, vous savez, des jeunes en école hôtelière qui font des mentions complémentaires de sommellerie. Ils démarrent vers 17 ans. Et je me dis, mais à 17 ans, moi, j'avais même pas le goût du vin. Voilà, c'est venu à ce moment-là à peu près, quoi. Oui, c'est le début, oui. Mais voilà, il faut faire ça. Les vocations précoces, elles sont louables. En face de vous, Antoine, il y a Hugues Lemarié. Bonjour Hugues. Bonjour Vincent. Alors Hugues Lemarié, il est à la fois vigneron, mais surtout c'est le patron des domaines qui montent, on va dire un groupe de cavistes. Exactement, une enseigne de 30 points de vente qui est trentenaire. On est abonné au chiffre 30, même si on préfère le vin. Ouais. Et donc il y en aura un 31e l'année prochaine, c'est ça ? Ah oui, c'est possible, on a des chances. Ouais. Non, mais justement, c'est vrai que ça accélère. On va en parler avec grand plaisir. Et ça accélère à la fois sur les clients qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus de personnes qui veulent nous rejoindre pour ouvrir des boutiques, les domaines qui montent. Il y a cette espèce de croisement assez favorable. Alors je disais, le monde du vin va bien globalement, malgré cette année de confinement, mais voilà, ça profite à certains. Le seul truc qu'on peut dire, c'est quand même le gel, il y a 2 semaines. Alors vous êtes vigneron dans l'Aude. Oui. Est-ce que vous avez été impacté, vous, par le gel ? Alors moi, j'ai eu plutôt de la chance. On est à moins de 10%, donc voilà. Mais autour de moi, c'est un moindre mal. C'est un moindre mal, mais autour de moi, c'est très très inégal et avec des taux qui peuvent être très élevés. Et surtout, ce qui est très rare cette année, c'est qu'avant, on disait de façon un peu vulgaire que les bas-fonds étaient touchés et pas les coteaux. Mais cette année, ça a été tout le monde. Ça a été vraiment assez unique. Le froid était tel que c'est pas que les bas-fonds qui ont pris. Donc, on a beaucoup de vignerons, notamment chez les domaines qui montent, qui ont été impactés. Et on va voir avec eux comment est-ce qu'on arrive à lisser ça au mieux avec les stocks qu'ils ont. C'est vrai qu'en Occitanie, chez vous, c'est plutôt les arbres fruitiers qui ont pris grave. Les abricotiers, les pêchers. Les pêchers, mais dans les corbières, les vignerons aussi. Les vignerons aussi dans les corbières. Puis il y a de l'altitude et puis il y a le vent qui souffle et ça n'aide en rien. Mais on pense à tous nos amis vignerons, que ce soit dans la vallée du Rhône, très impactés, en Bourgogne et à Chablis, la Bourgogne-Nord, et puis aussi Champagne. Et puis, disons que tout le monde a pris cher quand même cette année. Antoine Gerbel, alors justement, lorsque je dis que le secteur du vin, dans son ensemble, a pas trop été impacté, il y a quand même eu des arbitrages importants, dus évidemment à la fermeture de la restauration, parce que beaucoup de ces vignerons et beaucoup des gens du vin travaillent en particulier avec ce qu'on appelle le CHR, c'est-à-dire le milieu hôtellerie-restauration, et peu directement avec le client particulier chez lui.
On va dire que souvent, quand on rencontre des vignerons avec des entreprises pérennes, ils ont des débouchés équilibrés. Mhm. On va dire que c'est un tiers la restauration. Les entreprises pérennes, vous voulez dire des maisons qui ont pignon sur rue, Qui ont quoi. pignon Ouais. sur rue, donc Oui. qu'on peut observer sur plusieurs générations, parce que Mhm. c'est un métier de transmission, le vin. Donc, un tiers dans la restauration, un tiers chez les cavistes en vente directe, Ouais, et un tiers à ouais. l'export. Mhm. C'est souvent ça ce qu'on entend, c'est-à-dire que ça, vous pouvez avoir, quand vous êtes sur ces trois tiers-là, votre entreprise est pérenne. Après, il y a eu des mouvements ces dernières années assez importantes. Mhm. L'arrivée, on va en reparler, de la vente sur Internet, qui Ah a oui. bousculé La vente en énormément ligne, de choses c'est sur fou, hein. vente en ligne sur le vin. Les restaurants, alors là, on va rentrer dans le sujet. Effectivement, tout se ferme en mars 2020. Bon, il y a une période un peu de sidération que tout le monde connaît. Le marché ne décolle pas tout de suite. Pour avoir fait mon enquête, au bout de 15 jours, 3 semaines, les gens sont chez eux, sont enfermés, ils vont chercher le papier toilette et le sucre, hein, C'est ça. mais ils ne se tournent biens pas de vers première ce qui nécessité. va être le phénomène qui va s'amorcer au bout de 3 semaines, 4-5 semaines, c'est que les gens restent chez eux, font à manger. Et pour accompagner cette cuisine, donc ils se retrouvent souvent en famille, en petit comité ou en petit comité, et pour accompagner cette cuisine qu'ils ont souvent ne font pas, hein, on mange en Oui. extérieur, Oui. surtout chez les urbains, et bien on pense au vin. Et là, alors là, le phénomène commence, c'est-à-dire qu'on va voir le caviste est ouvert. Je vous rappelle que les cavistes ont été quand même des magasins de première nécessité, n'ont jamais fermé pendant le premier. Oui, ça c'est un coup de bol, hein, quand même. Hein. Ça, c'est Qu'on ait plutôt bien considéré que les cavistes étaient des biens de première... Enfin, que les vins... Alors, étaient- je sais C'était pas- une évidence, mon cher Vincent. Je ne sais Oui, pas, oui. je ne sais pas qui a soufflé ça au gouvernement, mais disons que si ça s'explique aussi parce qu'il y a des cavistes qui vendent aussi d'autres biens alimentaires, sûr. hein, tout simplement. Le Puis c'est petit rayon. des petits commerçants de centre-ville, donc c'est important aussi d'avoir un tissu commerçant. Oui, puis on a tous un vivace. boucher charcutier qui a un petit corner de vin. Donc, qu'est-ce qu'on allait faire comme les bêtises qu'on a fait après? C'est-à-dire, on allait mettre des rubans rouges pour interdire les gens, quand ils vont acheter leur jambon, d'acheter du vin. Donc, oui, tout ça est passé. Et ça, c'était vraiment très bénéfique. Et donc, les gens qui avaient l'habitude de passer de loin en loin chez le caviste, ils ont été plus souvent. Mhm. Ils avaient du temps, donc ils passaient un petit peu de temps, ils discutaient avec leur caviste. Ils n'ont pas acheté. Les études montrent qu'ils n'ont pas acheté plus on va dire, ce n'est pas monté en gamme véritablement. Ils ont acheté plus en quantité, Oui. globalement. C'est-à-dire qu'ils ont bu un peu plus. Faut C'est dire, mais c'est un réflexe bien français. On est assez content d'ailleurs de se dire que lorsqu'on fait la cuisine à la maison, on pense tout de suite à l'accompagner de vin. On peut dire pour recréer une certaine convivialité à la maison qu'on n'a pas à l'extérieur. C'est-à-dire, on voit pas les copains, on sort pas trop dans sa famille. Alors on fait avec la famille rapprochée, avec peut-être le voisinage éventuellement. Hein, c'est ça que vous avez senti, vous Ah bah mariez c'est très clairement. En fait, on a retrouvé cette envie d'être autour de la vraie table du dimanche. Alors, on est dimanche aujourd'hui, c'est parfait. C'est exactement ça. On a envie à midi d'avoir une bonne bouteille, très clairement. Alors, ce que disait Antoine, un point, c'est que nous, on a quand même constaté une augmentation du ticket moyen. Mais alors, ça a été par des vagues. Prenons l'exemple du premier confinement. Le premier confinement, nous, les domaines qui montent, on est resté ouvert dès le premier jour. Ça a été un vrai choix. Un certain nombre d'enseignes, dans la précipitation, ont préféré fermer. Nous, ça a été un vrai choix qui a été très apprécié des consommateurs. Ils se sont dit, ils nous laissent pas tomber. Et on a vu, en fait, un panier moyen assez élevé. Il y avait un petit côté, comme on va tous mourir, autant se faire plaisir. Et donc, résultat, on arrivait à avoir des personnes qui d'emblée regardaient sur le haut des rayons, c'est-à-dire là où plutôt les belles bouteilles peuvent se situer, et n'hésitaient pas à aller sur des bouteilles assez chères. Puis après, quand ils ont vu que ça allait durer, bon, ils se sont dit, on va peut-être pas mourir, et en revanche, il ne faudrait pas que notre portefeuille meure non plus. Donc, on a décidé d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus raisonnable. Mais au global, on note une augmentation de la consommation. C'est net, ça se voit dans les chiffres, hein, très très clairement. Et on note de notre côté une augmentation du ticket moyen. Et c'est vrai qu'à la sortie, c'est quand même, j'ai envie de vous dire, enfin, le petit commerçant de quartier qui est le caviste, qu'on a souvent vu comme quelqu'un de distant, parfois un peu professoral, et parfois cher, eh bien on s'est rendu compte qu'il y a une nouvelle génération, on en parlait tout à l'heure, les jeunes s'intéressent au vin, c'est le cas aussi pour les cavistes, on a des cavistes qui rajeunissent, donc ils sont plus là pour vous donner une leçon en se disant allez, je vais lui apprendre un tout petit peu ce que ce sont les notes sachants, quoi. Voilà, Oui. les notes empyromatiques et la fermentation malolactique, et là celui-là le client il est paumé. Non, on s'est dit tiens, comment est-ce qu'on va leur parler à un discours d'émotion. Nous chez les Domaines qui Montent, on essaie de vendre de l'émotion avant de vendre du vin. Et ce qui s'est passé, c'est que les clients se sont dit c'est sympa. Ils ont découvert une deuxième chose, c'est qu'on pouvait se faire plaisir à des prix pas cher. C'est-à-dire qu'on pensait que c'était l'apanage de la grande distribution. Pas du tout. Aujourd'hui, vous allez chez un caviste,
vous avez des bouteilles à 5 ou 6 euros qui sont excellentes. Moi, je viens de commencer une foire au vin de printemps. J'ai un vin à 5 euros, je peux vous dire, on se régale. Eh ben, on va savoir ça dans le quart d'heure qui suit avec des mots simples pour parler à tout le monde. On parle de vin, on aime ça, on revient tout de suite. Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour au marché, un marché où ça se mange pas trop ce matin, ça se boit, ça se déguste, ça se consomme avec modération puisqu'on parle de vin principalement français, un petit peu cocardier ce matin avec Hugues Le Marié, les domaines qui montent, un réseau de cavistes partout en France, et Antoine Gerbel, journaliste et auteur sur le vin, spécialiste du vin évidemment. Alors on parle en fait de cette lutte contre la morosité ambiante, et Hugues Le Marié nous disait, on a remarqué chez nos clients dès le premier confinement qu'il y avait peut-être un effet anxiolytique à venir chercher une bonne bouteille, se faire plaisir, mais aussi se rassurer en quelque sorte. Absolument, et se rassurer, et notamment, on s'est rendu compte qu'il y a eu un petit dérèglement de la nature qui a peut-être engendré le Covid à un moment. Donc on s'est rappelé que la nature, elle avait des bons côtés. Et donc ce côté, être le trait d'union entre la ville et la terre, ce qu'on essaye de faire, ça a plu. Donc le côté discours de petits vignerons, aller porter des gens qui sont en train d'émerger, des fameux domaines qui montent, qui ont la qualité des plus grands. Mais ils montent toujours d'ailleurs ? Ah oui, oui. Ah ouais, ça continue de monter. Ah, bien sûr. Parfois, quand ils sont trop montés, ils finissent par être ingrats avec nous. Ils oublient ceux qui y sont allés et leur tendent la main la première fois. Mais simplement, on a vraiment ces gens-là qui ont la notoriété, la qualité des plus grands, mais pas encore la notoriété et le prix. Et donc, ces petites pépites dont on va parler aux clients, ils se rappellent qu'il y a la nature. Il y a plein de gens qui se disent, j'ai envie de quitter la ville en ce moment. Alors, ça, pendant le confinement surtout. On en parle beaucoup. Premier. Alors, il y a ceux qui peuvent le faire, mais pour ceux qui ne peuvent pas le faire, ou qui en tous les cas sont au stade du rêve pour l'instant. Ils voyagent dans la bouteille ? Ils voyagent dans la bouteille. Oh là là, dans une boutique. Ils ça, arrivent c'est du marketing, un ça. peu dans une ambassade de la terre. Et non, mais très clairement, nous, on aime bien dire qu'on a les pieds dans la terre et la tête dans les villes. Mais c'est ce qu'on leur offre. C'est vrai ce que vous dites, Antoine Gerbel. Quand on déguste un vin, surtout en France, avec tout notre système de régions, d'appellation, etc., on voyage. C'est-à-dire qu'une bouteille, c'est pas uniquement le goût du vin, c'est aussi le pouvoir d'évocation. Oui, j'aimerais bien voir dans les manuels de géographie de nos enfants. La géographie du vin, oui. La géographie du vin, parce que, mais moi, je prends mon simple exemple. Moi, j'étais pas un élève brillant en géographie, mais quand je me suis intéressé au vin, je peux vous citer tous les départements viticoles, je connais toutes les préfectures, je connais. Non, évidemment. Mais c'est très drôle, mais pas comme ça. C'est-à-dire il faut rappeler que le vignoble a sculpté le paysage français. Bien sûr. On le sait pas assez, mais voilà, on passe devant des vignes. On pense qu'elles sont un peu là éternelles. Non, elles ne sont pas éternelles. C'est l'homme qui les a façonnées. Elles ont pu disparaître au 19e siècle avec le phylloxéra. Elles renaissent dans les années 50-60. Et puis, on ne sait pas demain de quoi sera fait l'avenir. Mais oui, avec le réchauffement climatique, notamment, qui modifie aussi avec le réchauffement climatique. Moi, je parle plus d'accidents climatiques sur le réchauffement. Oui, vous avez raison. On peut avoir des épisodes des allers-retours, de grêle, de froid. Il y a un dérèglement assez important. Et oui, c'est un très beau voyage, bien évidemment. Un voyage de goût. Voyage de prix, vous l'avez évoqué, bien évidemment que globalement le vin, ça je me mets à la place beaucoup du consommateur parce que c'est mon prisme. Le vin augmente quand même. Il faut savoir que les prix du vin. Oui, mais il est meilleur qu'il y a 20 ans. Alors il est meilleur, oui, il est meilleur, mais il faut travailler pour trouver le meilleur. C'est-à-dire qu'il y a quand même des grands canaux de distribution. Il faut parler, dans grande surface, des grands linéaires. Il y a beaucoup de place donnée au vin parce que tout le monde gagne de l'argent avec le vin. Le restaurateur, le caviste, le vigneron aujourd'hui, et tant mieux. Mais bon, le consommateur, il y a des marges relativement importantes. Quand je dis qu'il est meilleur, ça veut dire qu'il y a moins de mauvais vins. Il n'y a plus de mauvais vins. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on ne trouve pas de la piquette. Alors, justement... Si, c'est grand autour de la piquette, mais le produit qui est la piquette. Mais sinon, on est d'accord. Non, mais c'est très intéressant parce que tout aujourd'hui est effectivement bon dans le sens, moi je dirais normé. Buvable. Oui, puis normé, très très normé. L'œnologie moderne, qui est une invention très récente, après Pasteur, tout ça, on sait faire des vins carrés, propres et tout ça. Ce qui d'ailleurs embête certains consommateurs. Il y a des consommateurs, notamment tout ce qui est la mouvance, on peut
on va dire parler de la mouvance un peu nature ou Ouais, naturelle, oui. cherchent des vins, alors oui, pas parfaits, avec des fois des arômes un peu compliqués au départ, mais ils cherchent plus d'émotion. Vous savez, c'est comme dans l'art, là, après, on est dans l'univers de l'esthétisme. Quand vous en avez marre de voir des beaux paysages très classiques, type école classique du Louvre, quand vous passez devant une œuvre abstraite, soit vous trouvez ça ridicule, soit vous vous interrogez, vous dites, mais tiens, et puis... En tout cas, c'est différent. c'est différent. Et donc, vous On multipliez, cherche la différence. vous multipliez les plaisirs. Antoine Gerbel, pour revenir à notre sujet qui nous occupe, le monde du vin, brièvement, qui est-ce qui a pâti et qui est-ce qui a bénéficié dans tout ce monde du vin de l'année Covid ? Alors, les restaurateurs, bien évidemment, c'est cette chaîne-là qui a le plus souffert, même si en cliquant une collecte, le vin est en proposition, mais il faut savoir que ça modifie aussi les prix, hein, Bien sûr. puisque les marges dans les restaurants, ce qu'on comprend très bien, il faut payer le service, il faut payer plein de choses, ne sont pas les mêmes que chez le caviste. Donc, on voit des restaurateurs qui vendent aujourd'hui du vin au prix caviste. Je ne sais pas ce qui va se passer quand ils vont réouvrir en tant que restaurant. Oui. Je pense qu'il y a des clients qui ont dit, il est sympa ton Beaujolais, mais tu me le vendais 15 €, là maintenant je le vois à 25. Vous pensez que des gens comme Hugues Le Marie ont donné de mauvaises habitudes de ce point de vue-là aux consommateurs ? Enfin, mauvaises habitudes, en tout cas de plus payer ce qu'on appelle la culbute des restaurants ? Vincent, je vais vous dire mieux. Je leur ai donné de bonnes habitudes depuis 31 ans chez les domaines qui montent. Chez nous, les bouteilles sont au même prix à table ou à emporter. Justement, il n'y a pas de coefficient Oui, mais important. vous n'avez pas de sommelier, vous n'avez pas de Effectivement. nappe blanche, vous n'avez Effectivement. pas le service, et peut-être pas la location non plus d'une grande salle, une brigade derrière, donc C'est exact. normal. C'est exact, ça joue très clairement. Et du côté de la restauration, ils ont un certain nombre de charges. Mais je crains que les Français se soient aussi rendus compte que qu'est-ce qui justifie quand même l'action de quelqu'un de prendre un tire-bouchon et de le mettre dans un bouchon ? Est-ce que ça vaut un coefficient de 3, 4, 8, 9 parfois même ? Oui, et il faut le signaler, Antoine, parce que vous l'avez soulevé, c'est souvent ce qui permet au restaurant de vivre. Hein, ce coefficient Absolument. multiplicateur sur les vins est une vraie aide à simplement survivre. Dans le modèle économique de la restauration. Le c'est vin, vrai. l'eau, le café, enfin, on sait bien. Enfin, Ouais. ils apprennent ça en plus en école hôtelière. Enfin voilà, quand ils font leur business plan. Donc c'est vrai. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'en Europe, on est les seuls à faire ça. Hein. Je vous rappelle qu'en Espagne, les prix de vin sont beaucoup plus bas. En Italie aussi. Mais on En paye du Angleterre coup la également, nourriture plus chère ? Et on paye parfois la Enfin, nourriture. oui. On peut payer parfois la nourriture plus chère. Il faut bien s'y retrouver quelque part. Mais bon, c'est un vaste débat. On Et connaît puis plein c'est de le prix de la main-d'œuvre aussi. plein hein. de restaurateurs qui vous disent mon assiette, je la fais à prix coûtant et je marge après sur le reste. Donc ça modifiera. Donc on va dire que ça va être là où il y aura, à mon avis, à observer le plus d'évolution. Et après, tout le monde a bénéficié. Je voudrais parler. Alors c'est une forme de commerce, c'est le commerce internet. C'est spectaculaire. C'est-à-dire Ah bah que oui, la vente en ligne. j'ai un peu enquêté. C'est pas un sourire qu'ils ont. Ça remonte jusqu'aux oreilles. Une banane qui passe Ils derrière. n'imaginaient pas, ils en ont rêvé, mais ils n'imaginaient pas. Le caviste physique qui a vu arriver ses clients, il a du monde autour de lui. Je sais pas, il y a 5 000, 10 000, 15 000 potentiels clients, mais Internet, c'est indéfini. Donc, ils avaient tous des plans en s'imaginant que dans 4, 5, 6 ans, si les études... Si tout allait bien. Si tout allait bien en suivant les études faites par Amazon et tout ça, ils arriveraient là. Ils ont gagné 4 ans. C'est-à-dire que d'un seul coup, même leur chiffre d'affaires en progression, il y a des sites qui sont passés dans la même année de 20 à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont multiplié. Il y a des mois... Ils ont fait 50% de plus. Quoi. Ah, mais il y a le mois d'avril et mai, c'était 120, 130%. C'était assez spectaculaire. Vous avez un site de vente Alors on a un site où on fonctionne en click and collect et avec un tout petit peu de e-commerce. C'est clair qu'il y a un enjeu de ce côté-là, hein, ça c'est indéniable. Après, il faut se méfier de deux choses. C'est-à-dire qu'on parle de chiffre d'affaires qui croît, et c'est vrai sur ce canal-là, mais il y a un truc dont personne n'a encore vraiment réussi à craquer la solution, sinon par le click and collect, c'est tous les coûts logistiques. Ah en réalité, si vous surtout que c'est appliquez, lourd, hein, une c'est très bouteille. lourd, c'est très lourd. Donc si vous appliquez les coûts logistiques réels, vous arrivez à des frais de port qui sont totalement dissuasifs, Ouais. ou alors sinon, vous le faites en fait sur du recrutement de clients. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, en fait, pour l'instant, il n'y a pas énormément d'acteurs qui sont rentables. C'est-à-dire que c'est très joli, c'est très sympa. Moi aussi, je trouve ça génial de me dire, je bouge pas de chez moi pour recevoir un truc lourd. Ça nous arrange tous. De là à ce que l'intermédiaire qui, au milieu, décide d'intervenir, se fasse une marge suffisante. Aujourd'hui, on n'a pas complètement trouvé la solution. Donc, c'est la petite difficulté. Ce que vous nous dites, pour bien comprendre, c'est qu'il faut que les auditeurs comprennent bien qu'effectivement, il y a une marge, le bénéfice, on va dire, pour faire plus simple, chez le caviste. Oui.
qui est plus important que sur Internet, parce qu'Internet, on est forcé de faire des promos et on est forcé souvent d'offrir un port franco très bas. Exactement. La distinction va se faire par le prix essentiellement. Sur Internet, on se dit je vais chercher un produit, donc visiblement il y a un comparateur qui va m'aider, notamment Google va faire ça très bien, et donc on va se dire ok, je vais aller plutôt chez le moins cher pour ce que je recherche. Et ensuite à partir de là, il y a un coût qui, quoi qu'on fasse, est toujours de 1 à 2 euros. Incompressible, 1 à 2 euros par bouteille, sauf à arriver à des volumes que a priori un particulier commande rarement. Et donc au milieu, qu'est-ce qui se passe? Si vous appliquez 2 euros par bouteille, vous commandez 12 bouteilles, 24 euros de frais de port, ah ouais quand même, c'est pas donné. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas lui facturer 12, je vais lui facturer 24, je vais facturer que 12, ou même je vais lui offrir. Tout ça, ça va venir en moins de ma bouteille. En début de chaîne, Antoine Gerbel, il y a quand même le vigneron. Juste un mot, parce que il y a on va dire des vignobles ou des types de vins qui ont plus souffert que d'autres. Je pense au champagne notamment parce que c'est un vin festif, un vin d'événement. Et là, ils ont peut-être un peu pris, surtout qu'ils avaient beaucoup misé sur l'export depuis quelques années. Comment ça s'est passé, par exemple pour... Oui, on peut dire que même il y a presque que le champagne qui a souffert aussi fort. Je vous rappelle qu'avril-mai, c'était moins 70, moins 80% de ventes champagne. D'ailleurs, il y a eu une décision historique, ils ont choisi de baisser leur volume plutôt que de baisser leur prix. Voilà, c'était, on va dire que c'était Covid compatible, mais c'était aussi parce qu'il y a des stocks en Champagne qui sont assez importants, et qu'en Champagne, on a décidé, en tout cas un très gros groupe a décidé de garder ce produit unique à un niveau de prix très élevé. Donc ça fait des années que le prix du champagne est monté. Certains disent un peu artificiellement, mais en tout cas, les prix sont élevés. Alors effectivement, les duty-free sont fermés, les ventes, les cadeaux, les fêtes, les anniversaires, tout ça, pouf, a disparu. Donc on voit très bien l'impact que ça a eu. Ça va revenir, parce que justement, on va recélébrer, on va sortir un petit peu de tout ça. Je pense que dans les terrasses, la première réunion d'amis, une terrasse, je pense que si le sommelier ou le garçon dit « vous voulez une coupe de champagne », je pense que les gens vont dire oui. Donc il y aura un rattrapage. Forcément. Un dernier mot, Hugues Le Marié, on l'a bien compris, tout l'argent que les gens n'ont pas dépensé au restaurant et qu'ils veulent quand même consacrer à leur alimentation et à ce côté un petit peu convivial, ils l'ont mis dans le vin, donc ils se sont offert de belles caves pendant un an. En tout Ils cas, se sont offerts de belles caves. En une phrase, je vous dirais un truc, Vincent, on est passé d'une société du loisir à une société du plaisir en un an. Plus d'argent pour le loisir, mais en revanche, de la disponibilité pour le plaisir et un peu d'épargne au milieu. C'est le moment où d'ailleurs les cavistes devront être attentifs à continuer de séduire lorsque les restaurateurs vont ouvrir. Alors moi, j'ai la chance d'être restaurateur aussi dans mes boutiques, donc j'attends ça impatiemment quand même. Mais pour beaucoup, il va falloir quand même être assez attentif pour être vraiment au point au moment où ça va repartir et continuer de capter cette clientèle qui est venue vers eux. Et ne pas oublier que tant qu'à se confiner, la cave, c'est pas si mal comme endroit. Quand on a la chance d'avoir une cave. Mon premier confinement, je l'ai passé dans ma cave. C'est ça, on y était tous. Ça se voit pas du tout. Antoine Gerbel, pour finir, un coup de cœur, un vin qui vous a particulièrement plu pendant cette période? Alors bon, moi je suis un peu spécialiste d'aller chercher toujours des choses un petit peu nouvelles, un peu particulières, mais moi j'ai pensé à tous ces petits vignobles en renaissance. Et bon, une région comme la Loire, par exemple, a des anciens petits territoires perdus. Et Orléans, vous connaissez Orléans? Orléans, c'est pas tellement connu pour son vin. C'était pour son vinaigre. C'était 35 000 hectares avant le phylloxéra, c'est à peine 90 aujourd'hui. Et puis, alors il y a des domaines très classiques. Et il y a un personnage que j'ai dégusté il y a pas longtemps. En tout cas, sa gamme, pardon, j'ai dégusté. Ça s'appelle Rendal Éolé. Et c'est un vin aussi quelque chose qui en quelle appellation? Alors, c'est un vin de France. D'accord, oui. Tous ces vins un petit peu qui existent. Et c'est un vin qu'on appelle orange. Alors voilà, c'est un vin blanc en fin de compte de macération avec un vieux cépage local qui est le simple pinot gris qu'on connaît aussi en Alsace. Bien sûr. Et plutôt que de faire du vin blanc avec de pinot gris, maintenant ils font des vins vraiment gris, un peu orange. C'est très délicat. Il y a des très légers tanins. C'est plein de fruits. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de vin du Nord. Vous savez qu'avant tous ces coteaux de la Marne, de la d'Île-de-France et tout ça, c'était le plus grand vignoble français, je vous le rappelle. Ça a touché la Champagne jusqu'à la Champagne. Quand je goûte cette fraîcheur-là, ce fruité-là, ça me fait voyager. On voyage aussi dans l'histoire avec une bouteille de vin. Je sais qu'il y a aussi des vins oranges en Corse là, qui se sont fait jour ces temps-ci. Cher Hugues, pour terminer, un vin, vous aussi un coup de cœur des domaines qui montent? Alors un coup de cœur des domaines qui montent, je vais commencer tout simplement par nos racines. Vous avez commencé et terminé parce que c'est ça tourne. Ah oui, notre temps qui était imparti, il est terminé. D'accord.
Donc Alors, alors on allez-y. y va quand même. Un Ruy, c'est fabuleux. Ça, vous êtes au niveau de certains Puligny-Montrachet. Nous, c'est comme ça que ça a commencé. Le fondateur des domaines qui Un montent, il y a Ruy. 31 Ah ans. ouais. Un Ruy premier cru. On en a un qui est fabuleux. C'est l'origine des domaines qui montent. Donc ça, c'est formidable. J'en mets un petit deuxième parce qu'on n'a plus de temps, c'est plus drôle. Et je vous parlerai de l'heure dorée, un rosé que je viens de lancer comme vigneron. Et c'est un truc génial. Ça parle de cette heure bénie des photographes en fin de journée. On est entre la fin de Le soleil couchant. le soleil couchant. Au On bord est d'une entre piscine en au été, bord d'une là piscine en été. Le jour se termine, la nuit va commencer. C'est le moment où on a envie de déboucher quoi? Un bon rosé. Et l'heure dorée est là. Voilà. Merci messieurs, on a Merci. terminé avec de belles bouteilles. On va passer au café. Je sais que ça vous intéresse aussi. Alors, on le fait à l'envers. Hein. On a commencé la matinée avec le vin et ensuite on passe au café. Mais cela dit, avant l'addition, on a encore le temps. Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour sur le marché, mes amis. Peut-être avant d'aller faire votre marché, je sais qu'il y a des lève-tard. Beaucoup sont encore à l'heure du café. Et le café, c'est important. Hein. Le dimanche matin, puis tous les matins, en fait. Hein. On est beaucoup de buveurs de café. Et justement, le secteur de la torréfaction de café de spécialité, les petits torréfacteurs, est un secteur qui se porte bien et qui s'est bien porté pendant cette année Covid. Moi, j'ai eu la chance d'aller cette semaine rendre visite à un très grand torréfacteur, un meilleur ouvrier de France torréfacteur. Ils sont 3, hein, et on en aura un autre tout à l'heure dans l'émission. C'est Vincent Ballot à Marnay, du côté de la Franche-Comté en Haute-Saône. J'ai été le matin et je suis tombé juste au moment de la torréfaction. Quelle chance! Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Alors Vincent Ballot, bonjour. Bonjour Vincent. Eh oui, c'est dur hein, quand on s'appelle Vincent. De Vincent, c'est difficile. Vincent Ballot, meilleur ouvrier de France, un des meilleurs ouvriers de France, torréfacteur. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Non, c'est vrai qu'on a la chance d'être 3. J'ai eu la chance de faire partie de cette première promotion avec 2 collègues qui sont formidables aussi, Daniela et puis Paul. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa de représenter ce métier extraordinaire qu'est la torréfaction. Ouais, donc c'est je dirais un diplôme en devenir hein, d'être meilleur ouvrier de France torréfacteur. Tant mieux d'ailleurs, hein, vous avez défriché un peu pour les autres. Alors, je suis venu ici chez vous à Marnay. Lagrange Café, c'est votre entreprise. Qu'est-ce qu'on y fait en fait? Qu'est-ce que c'est d'être torréfacteur de café de spécialité? En fait, c'est mettre en avant effectivement ce métier, mais surtout les producteurs, parce qu'on ne le répète jamais assez, c'est d'une matière première, d'un pays d'origine, d'un producteur, d'un paysan que l'on part, et le torréfacteur est un passeur d'arômes, un passeur de sensations. Une fois que le café a été reçu, importé, on est là pour mettre en avant ce métier fabuleux qu'est la production de café et toute la filière café, bien sûr. Est-ce qu'on peut comparer ça, hein, puisque ce métier de torréfaction, c'est de révéler les arômes d'un grain de café vert qui n'a pas beaucoup de goût ni d'arôme. Hein. C'est-à-dire que vous allez carrément le sublimer un peu comme un chocolatier avec une fève de cacao? Exactement, c'est très comparable d'ailleurs au niveau de la filière chocolat, à la fois dans les pays d'origine, à la fois dans la façon de faire, puisqu'on torréfie aussi de la même manière. Et c'est vrai qu'on révèle des arômes d'une plante, d'un noyau de cerise, ce qui est assez extraordinaire, et que ce noyau de cerise, qui a au départ une quarantaine d'arômes, on est capable d'en révéler près de 800, d'après ce que l'on sait, après le processus de torréfaction, après le processus de cuisson. Alors, ceux qui nous écoutent se disent c'est bien gentil tout ça, parler d'arômes, parler de... Moi qui suis ici au milieu de la grange, je sens bien. D'où ça vient ce parfum? Là, cette odeur, c'est déjà effectivement la réaction de Maillard qui commence. Le torréfacteur est en route, il est en train de cuire une broche. C'est à côté d'ici parce que ça vient bien là. On est juste à côté, Vincent, suivez-moi, on y va. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Ah bah je comprends mieux d'où venait ce parfum envoûtant. Qu'est-ce que c'est cette machine, Vincent? Alors c'est un torréfacteur, exactement le même nom que celui qui opère. Voilà, c'est un des rares métiers où les deux noms se conjuguent. C'est une machine en fait qui torréfie le café, qui va venir chauffer les grains pour éviter effectivement de trop les brûler. Il y a un système de brassage à l'intérieur, c'est ce que l'on entend, et on voit les grains de café qui sont brassés, qui vont changer de couleur, changer d'arôme, changer de phase physique et chimique tout au long de la torréfaction. Alors dans ce torréfacteur, vous torréfiez quelle quantité de café à la fois? C'est un torréfacteur de 12 kg de puissance nominale, comme on le dit, et on torréfie 80% de cette capacité à chaque fois que l'on fait une broche, c'est-à-dire environ 10 kg, pour éviter effectivement que les phénomènes de conduction entre les grains et que ne fassent brûler le café à l'intérieur. Donc on charge par 10 kg.
D'accord. D'ailleurs, on parle de brûlerie de café aussi, hein. C'est un terme assez ancien. Brûlerie, c'est peut-être un peu violent. C'est un peu violent, mais effectivement, quelque part, on brûle le café, on lui fait faire subir plusieurs réactions, la réaction de Maillard, de caramélisation, une réaction de pyrolyse aussi. Donc effectivement, quelque part, on brûle le café et c'est sans doute lié à la couleur finale que l'on obtient. Quand vous dites 12 kilos de café, ce sont des petites quantités évidemment. On peut assimiler en fait ces micro-torréfactions ou torréfactions de café de spécialité artisanale aux micro-brasseries dans le monde de la bière, c'est-à-dire vraiment du petit travail à façon. Exactement, on parle de micro-torréfaction, on parle de micro-lots de production de café, même de nano-lots en référence à ces mesures très fines, parce qu'elles correspondent à des petites parcelles, à quelque chose de très fin, de très poussé, et donc pour être assez précis, effectivement, on le travaille par des petites quantités, par des micro-batchs de production. Et vous allez pouvoir comme ça torréfier de nombreuses provenances dans la même journée en fait. Absolument, de nombreux pays. Il y a c'est quoi ce qui tourne là ? Ce qui tourne pour l'instant, c'est un Pérou, un Pérou bio d'altitude à 1800 mètres qui a une très belle couleur et beaucoup d'acide malique, beaucoup d'acide citrique lié à l'altitude. C'est le goût de la pomme ? C'est le goût de la pomme, absolument. Ouais, il y en a aussi. Il y en a. Et beaucoup d'acide citrique aussi. Les cafés d'altitude sont en général assez acides et c'est vraiment un des caractères qui nous fait travailler précisément pour éviter de les faire disparaître si on brûle trop le café. Ah, si on brûle trop le café, oui, ça prend des goûts qui sont un peu durs. Ah, bonjour. Salut Vincent. Ah non, mais je le reconnais celui-ci. Il y a que des Vincent là. Une autre icône de la Franche-Comté, Bonjour, Vincent. Romuald Fassenet, chef étoilé MOF également, hein, comme Vincent Ballot. Qui vient nous rendre visite. En charge de la team Bocuse d'Or France, hein, quand même, un peu le coach. Hein. On a été coach, on a un peu tout, jury, on est surtout ça, avec voilà. l'équipe, quoi, voilà. Alors, avec l'équipe à fond. Et qu'est-ce que vous venez faire là, Romuald ? Vincent, c'est un vrai complice, hein, un complice dans pas mal de choses. Et là, je viens de lui rendre visite parce qu'on prépare notre week-end gourmand du Chat-Perché, qui a lieu au mois d'octobre et on a un petit peu de temps encore. Alors, on vient goûter. C'est quoi des le cafés. Chat-Perché ? Racontez-moi. Alors, c'est une fête qui allie le patrimoine bâti à Dole et la gastronomie et qui lie tous les secteurs de l'agriculture jusqu'à la bouche, quoi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Dole, chef-lieu du Jura, hein, attention. Alors chef-lieu dans le nord du Jura, voilà la sous-préfecture, mais en tous les cas à mi-distance entre Dijon et Besançon. Hein, voilà, donc on est dans une ville d'art et d'histoire où il fait bon y vivre et du coup on a eu le prix de la gastronomie en 2015. Et du coup, tous les ans, on a cette belle fête qui rassemble presque 40 000 personnes et qui viennent à la rencontre des artisans, des producteurs, des éleveurs et des restaurateurs. Et puis comme ça sera à la rentrée, on espère tous que la crise sanitaire sera loin derrière nous. On aura passé le Syrah et le Bocuse d'Or juste la semaine d'avant, hein, en fait, c'est ça ? C'est ça, le Syrah est juste avant. Et avec Vincent, on aura une surprise au Syrah et au week-end gourmand avec quelque chose au café. Hein, une surprise. Exactement, une surprise au café, au Syrah, au Chat-Perché, qui viendra directement de Marnay. Ah, Marnay, où nous nous trouvons. Hein. Alors justement, est-ce que en dehors de cette connivence autour du produit, est-ce qu'il y a une famille des meilleurs ouvriers de France ? Quelle que soit la catégorie, est-ce qu'il y a une sorte de proximité par le col bleu, blanc, rouge ? Alors effectivement, surtout dans les métiers de bouche. Et du coup, Vincent, on l'a un peu poussé à aller se présenter parce que c'est le meilleur. Donc à un moment donné, il faut qu'il montre au monde entier son talent. Et via le biais des meilleurs ouvriers de France, aujourd'hui, on a un fromager, on a un sommelier, un cuisinier, un traiteur, un boulanger. Il nous manquait le torréfacteur. Et ben voilà, les icônes de la Franche-Comté. Et là, le café vient de sortir, donc vous le refroidissez ? Le café vient de sortir, on vient de le sortir à l'instant, on le refroidit immédiatement pour éviter que la torréfaction ne continue à se faire, que la cuisson continue à se faire. Bon, hein. Ah, c'est vraiment les arômes magnifiques. C'est exactement comme si on laissait le rôti sur la porte du four. C'est exactement le rôti ou la tarte sur la porte du four. On trempe le café, on le refroidit très vite, on le glace en surface pour que les arômes soient conservés à l'intérieur et qu'il n'y ait pas de phénomène d'oxydation. Et ça va entrer effectivement ce café, le Pérou, dans la composition du 5. Et Romuald parlait... Le 5, c'est votre blend, votre mélange
signature. C'est le mélange signature et c'est aussi un lien commun entre nous avec Romuald parce que c'est le numéro que je portais lors du concours meilleur ouvrier de France et c'est le numéro que lui aussi portait quelques années avant pour la finale. Donc c'est pour ça qu'on est très, très proches et très liés. Il y a quelque chose entre nous. Oui, j'ai l'impression. Tu vois, c'est plus que... On dirait bien, de toute façon, pour passer à l'improviste comme ça, venez mettre le nez dans le café. Alors moi, j'incite d'ailleurs tous les gens à aller chez les torréfacteurs de spécialité parce que quand on rentre dans la boutique, voilà, on est saisi par ces parfums. C'est absolument merveilleux. On baigne déjà dans le café. Juste un mot pour vous demander encore. Combien de temps ça se torréfie un café, grosso modo, et à quelle température, Vincent Ballot ? On est sur des broches de torréfaction de 10 à 12 minutes. La partie la plus importante, c'est-à-dire du crack, c'est-à-dire du moment où le café révèle ses arômes et on le sort, c'est à peu près 20% du temps de torréfaction. Et c'est pendant cette 10 à 12 minutes à 200, entre 200 et 220 degrés que l'on révèle les meilleurs arômes, selon les origines, selon les pays, bien sûr. Est-ce que c'est bien de le passer ça, c'est un café qui va faire de l'expresso ou plutôt un café long ? Qu'est-ce qu'on fera avec ce Pérou ? On est plutôt sur un café qui va être utilisé en expresso avec une couleur de torréfaction assez foncée pour pouvoir, au moment de l'extraction, rendre en tasse le meilleur de ce café et avoir de maximum de matière. Il ne faut jamais oublier qu'un expresso, c'est 88% d'eau et 12% de matière, alors que dans le café filtre, c'est que 98% d'eau. Et pour rendre effectivement un peu plus d'épaisseur, on doit torréfier le café un peu plus pour que le café soit bien extrait. Ah, bien extrait, c'est important. Et là, on va pouvoir le passer tout de suite, en faire un espresso quand il est encore chaud ? Non, on va attendre un peu, on va le laisser se dégazer, le propre de la torréfaction. Ah, bah il faut que ça dégaze, le café. Si ça dégaze pas, effectivement, ça risque de dégazer en tasse et de donner une trop forte acidité cette fois-ci pour dégazer ce gaz carbonique, ce CO2 qui pendant 2400 heures, presque 3 mois, va empêcher l'oxygène de rentrer dans le café et donc d'oxyder le café qui est l'ennemi juré de la torréfaction, donc l'ennemi juré du café. Donc on n'oxyde pas le café, on ne le moue pas tout de suite, on attend qu'il dégaze avant de le déguster, bien sûr. Bon alors, je sais qu'on vous donne envie, parce que vous aimez le café, vous êtes comme nous. Partout en France, il y a des petits torréfacteurs, des artisans torréfacteurs. Allez chez votre torréfacteur, plutôt que d'acheter uniquement dans la GD votre café. Allez vous baigner dans ce parfum et surtout parlez-leur. Vous avez entendu comment cette âme du café qui est dans les mots de Vincent Ballot. Merci Romuald, on va se faire un café ? Merci Vincent, oui on y va. Allez, youpi. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Et voilà, c'est toujours l'heure de se faire un café et je suis ce matin également en ligne avec Paul Arnefi qui est un des des deux autres meilleurs ouvriers de France torréfacteurs. Bonjour Paul. Bonjour Vincent, comment ça va ? Ah bah super, vous êtes dans votre Drôme provençal j'imagine ce matin, ce dimanche matin. Oui, c'est ça, on est dans le atelier de torréfaction à Port-Level, dans le Drôme. Ah bon, dans la Drôme, super. Alors un très joli accent, on va comprendre pourquoi, parce que voilà un Australien qui a trouvé une terre d'adoption en France, qui est même meilleur ouvrier de France et qui nous vend du bon café et qui sait en parler surtout. Allez, on se retrouve dans une minute. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, on revient ici en studio pour se faire le café et surtout parler de café ensemble. Alors, vous étiez là à Marnay, en Haute-Saône, avec Vincent Ballot, meilleur ouvrier de France torréfacteur, et son complice Romuald Fassenet, grand chef franc-comtois également, jurassien. Et j'ai en ligne Paul Arnefi, que je viens de vous présenter avant la pub. Paul Arnefi, alors à nouveau bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes un des autres meilleurs ouvriers de France torréfacteur. Il n'y en a pas beaucoup, Il n'y en a que 3. Il y en a que 3. C'est tout récent, en fait, ce diplôme de meilleur ouvrier de France pour la torréfaction. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est tout excitant, en fait. C'est le début d'une aventure. En fait, je suis très content que ce métier, il prend une chaise, une table avec des pâtissiers, les chefs, des sommeliers. Finalement, c'est un métier qui est très artisanal et très complexe aussi. Ouais. Ils approchent ces métiers qui sont aussi très très beaux et très aboutis en France. Alors, je voulais vous avoir parce que, donc, 3 meilleurs ouvriers de France, c'est quand même louable. Ça va bientôt s'étoffer un petit peu. Dès qu'on pourra, il y aura à nouveau un concours des meilleurs ouvriers de France, et notamment pour les torréfacteurs. Et Paul, votre parcours, il est assez atypique. Vous êtes natif d'Australie, vous êtes né dans la région de Melbourne. Et puis, vous faites des études de marketing, un peu, pas par désœuvrement, mais je vais dire sans avoir vraiment choisi votre carrière. Et puis, vous tombez amoureux du café, en fait, en étant étudiant.
Oui, c'est exactement ça. En fait, à Melbourne, où j'étais né, à cette époque-là, il y a plus que 15 ans, c'était vraiment, c'est toujours le cas, il y a beaucoup de torfacteurs, beaucoup de coffee shops, Ouais. une culture très forte pour le café. Ça fait partie du nouveau monde du café, hein, l'Australie. Hein. Il y a vraiment de ces cafés de spécialité. Et, c'est vraiment émergent. Hein. Oui, je pense que c'est que le regs, il était écrit en Italie il y a pas mal de temps. Ouais. Et après, ils étaient adaptés un peu pour découvrir autre chose. Et c'est vrai que c'est un marché en Australie de café de spécialité très dynamique. Et excusez-moi, Paul, mais je vais vous poser une question qui va peut-être vous sembler bizarre, mais on voit depuis 10 ans que le café arrive dans des nations qui étaient buveuses plutôt de thé, hein, d'ailleurs, en Asie, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a un effet bénéfique, un effet Starbucks? En 20 ans, ça... Attends, ah, oula, ça va pas du tout. Je sais pas pourquoi, t'as bougé ou quoi? Non, non, je bouge pas. Alors, ok. Tu peux répondre à ma question. Je te repose la question, d'accord? Comme ça, Ok. voilà. Super. Alors, Paul, je vais vous poser une question qui va peut-être vous sembler un petit peu bizarre, mais dans toutes ces nations émergentes, et notamment en Asie, des pays qui ne buvaient pas jadis du café, des pays buveurs de thé, hein, notamment, est-ce que vous pensez qu'il y a un effet Starbucks? Est-ce que Starbucks a aidé à faire connaître le café partout dans le monde? Je ne sais pas si c'est un effet Starbucks. Peut-être c'est un effet Starbucks. Je pense plutôt c'est un communication qui se fait à travers les associations de café de spécialité qui sont très puissantes. Ouais. Parce que là, au niveau de formation, ça se fait énormément en Corée, en Chine. Et je pense que c'est plutôt à travers de cette monde très connecté que les gens ils se mettent plus sur les cafés. Oui, c'est un réseau mondial de café de qualité. Et surtout, il y a normalement formation dispo. Alors, ce qui est incroyable pour vous, moi ça me sidère, ça me donne presque des frissons de penser. Hein, vous êtes jeune, hein, d'abord, vous n'avez pas 40 ans, vous êtes devenu, il y a quoi, une quinzaine d'années, vous avez suivi en fait votre femme, hein, que vous avez connue en Australie, une Française qui vous a embarqué dans l'histoire, pays d'adoption. Et alors, aujourd'hui, vous êtes meilleur ouvrier de France en étant australien, c'est quand même hallucinant. Comment est-ce que vous avez eu même l'idée de passer le concours? En fait, dès que j'arrivais en France, il y a quelques jours plus tard, j'ai capté cette notion, je pense, dans une boulangerie ou quelque chose comme ça. C'est ça, le col bleu, blanc, rouge. Oui, c'est ça. Et j'étais captivé parce que là, déjà, j'étais déjà torqué pendant quelques années. J'étais bien dans ce métier. Je voulais vraiment avancer. Bien sûr. Et je veux, en France, il y a même un diplôme pour l'excellence dans la cuisine et la transmission savoir-faire. Et je pense que ça, c'est très important. Cette transmission et cette recherche constante pour l'excellence. Du coup, en gros, j'étais captivé par le meilleur ouvrier de France. Et quand je veux que c'était ouvert au torréfaction de café, je n'ai pas réfléchi une seconde. Je voulais tester mes compétences parce que je pense que le MOF, tu peux pas étudier entre minuit et 4 heures du matin pour ton concours le lendemain. Il faut que c'est un geste qui est appliqué pendant des années. C'est incroyable parce qu'en fait, vous êtes venu ici par amour de votre femme. Hein, mais aussi par amour de la France, quoi. Hein. C'est ce qu'on souhaite, hein, de tous les gens qui viennent chez nous, qui viennent dans notre pays, c'est qu'il y ait cet amour de la France qui prenne le dessus quelque part. Oui, j'ai tombé amoureuse de la France, c'est ça. Le culture, le nature, et surtout cette culture de l'excellence dans la nourriture, dans la cuisine. Et maintenant, aujourd'hui, ça se pousse pour le café, en fait. En France, on a une culture de café de spécialité qui est très forte. Oui. Ça, c'est sûr qu'il y a c'est très fort parce qu'on a les dégustateurs qu'il faut. D'ailleurs, vous êtes autre chose que MOF. Vous êtes ce qu'on appelle Q-Grader. Qu'est-ce que c'est un Q-Grader? Un Q-Grader, c'est censé être quelqu'un qui est très compétent et très juste dans l'analyse de qualité du café vert. C'est un diplôme aussi? C'est un diplôme aussi, le Q-Grader? Oui, c'est un sort de diplôme. C'est plutôt une licence que doit être passée et après, chaque 3 ans, il faut repasser la licence. C'est ça, d'accord. Mais en gros, nous, on est censé être capable et très juste dans l'analyse de qualité du café. D'accord. D'ailleurs, quand j'étais chez votre confrère Vincent Ballot, il m'a fait faire du cupping, qui est une méthode de dégustation, qui est la méthode internationale pour goûter le café, le cupping. Oui, c'est ça. C'est une méthode pratiquée par les gens qui travaillent à la plantation, par les exportateurs, importateurs.
Oui, C'est une d'accord. méthode bien appliquée. D'accord. Paul Arnefi, alors bon, la liaison est pas toujours géniale parce que vous êtes là-bas la Drôme provençale, peut-être un petit peu isolé, en ce dimanche matin. J'aimerais savoir quand même comment s'est passée cette année de Covid pour vous, parce que pour beaucoup de vos confrères qui se tournent notamment vers le CHR, on en parlait avec tout à l'heure les gens du vin, Antoine Gerbel et Hugues Le Marié. Vous travaillez pour les cafés Lomi et Lomi vend beaucoup au CHR, beaucoup aux restaurants. Comment est-ce qu'on a pu tirer son épingle du jeu dans cette période? Oui, exactement. Du coup, le restaurant, c'est le cœur de notre métier. Et c'est sûr, c'est une année très intéressante, hyper intéressante. Il fallait adapter rapidement. Et en fait, là, on a passé cette année à mieux construire chaque élément de notre... Ça fait 10 ans que l'Ami existe. Et là, on est vraiment focalisé pour que, quand ça réouvre on peut offrir à notre client du café et du service de meilleure qualité que jamais. Comment vous avez fait pour continuer à faire un petit peu de chiffres, à faire vivre l'entreprise? Vous avez vendu plus aux particuliers? Oui, on a vendu plus aux particuliers. On a refait un site internet qui est maintenant aujourd'hui beaucoup plus facile à passer commande pour le grand public, en gros. Ouais. On a concentré dessus. On a concentré aussi sur quelques réseaux dans les épiceries de qualité aussi. Et oui, on a juste essayé de renforcer chaque poste dans notre entreprise aussi. Je dirais que comme meilleur ouvrier de France torréfacteur, vous faites partie donc de ce groupe de 3, avec d'autres qui ne sont pas meilleurs ouvriers de France, parce que tout le monde ne passe pas le diplôme, etc. En définitive, c'est un petit groupe de grands spécialistes de la torréfaction en France. C'est ceux qu'on trouve dans nos boutiques de centre-ville le plus souvent. Vous incitez les gens à se déplacer, parce que c'est vrai que quand on rentre chez le torréfacteur, ça sent bon et ça donne envie, quoi. Oui, c'est ça. C'est toujours chouette d'aller chez un torréfacteur, au moins discuter, goûter le café. Et c'est vraiment en fait, je pense que chaque échange on a avec une bonne torréfacteur, une torréfacteur passionnée par le métier, et pas juste le fait de torréfier le café, mais tout ce qui se passe avant que ça arrive à la torréfaction, c'est très important. Et surtout, tout ce qui se passe après. Chaque fois, on sort en disant que le café, c'est pas vraiment un acquis. C'est quelque chose qu'on doit apprécier parce qu'il y a normalement passion, travail et énergie derrière chaque tasse. Paul Arnefi, allez, pour terminer, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez envie un jour d'ouvrir peut-être des boutiques ou une torréfaction en Australie? Est-ce que vous avez envie de porter la bonne parole dans votre pays de naissance? Je pense pas. Je pense pas. Franchement, j'adore ce pays. Ça y est, vous êtes français maintenant, vous, hein? Oui, non, en fait, j'adore l'Australie autant. Culture encore avec le culture de nourriture en France, parce qu'on met aussi dans le café. Et c'est-à-dire que quand tu rencontres un Français passionné qui veut goûter un café, c'est vraiment un super moment de criticisme et de échange. Et en fait, en Australie, c'est plutôt la culture, c'est plus fort que partout au monde. Mais aussi, il y a beaucoup de buveurs de cappuccino là-bas. Ici, il n'y a pas de cappuccino. En fait, ça se passe vraiment sur le métier. Le métier premier, le terroir, et ça, j'adore. Bon, moi, j'étais heureux de mêler cet instant café à l'instant vin de début d'émission, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre le vin et le café, en tout cas dans la manière de les déguster, dans la manière de les découvrir, et puis ce côté terroir qui nous plaît. Merci beaucoup, Paul Arnefi, d'avoir été avec nous pour ce café du dimanche matin. Merci à toi, Vincent, c'est un plaisir. Et voilà les copains, c'est la fin de l'émission. Un café et l'addition, s'il vous plaît. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas entendu, ça, un café, l'addition. Et oui, il faut reprendre nos bonnes habitudes en attendant, comme chacun d'entre nous, la réouverture de nos terrasses et de nos restos, qui suivra certainement. Tout le monde en a vraiment besoin. En attendant dimanche prochain et un programme alléchant, je vous le promets, je vous laisse tout de suite avec les infos et ensuite les clés d'une vie, Jacques Pessis qui reçoit Jean Van Damme. Et après, on retrouve C'est ça la France de Nathalie Schrein-Germain et la mise en avant de l'excellence à la française comme on vient de le faire avec nos meilleurs ouvriers de France torréfacteurs. Moi aussi, ça me cause. Bon dimanche à tous, je vais me refaire un petit café avant le déjeuner.